Donc, écoutez, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Pascal Horry, qui est professeur émérite d'histoire à la Sorbonne, Paris 1, et membre de l'Académie française. Cher Pascal, vous avez enseigné entre autres à l'EHESS, à Sciences Po, à New York University. Vous êtes l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages portant sur l'histoire culturelle et l'histoire politique des sociétés modernes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez plus spécifiquement vous appuyer sur différents textes. Alors celui qui se nommait à l'époque du fascisme en 2003, mais qui est renommé plutôt aujourd'hui comme étant les 12 leçons sur le fascisme. La question, ce côté obscur du peuple, et puis également le peuple souverain, sans doute. Voilà. Vous nous direz peut-être, mais vous avez une heure totalement libre pour exposer le sujet, sachant que nous avons reçu donc Étienne Balibar, Patrick Boucheron, je crois que c'est ça, hein, je n'oublie personne. Voilà, on est au début du début de la chose. Et que nous travaillons quand même à une tentative, mais ce n'est pas la question la plus déterminante, la question définitionnelle. Nous travaillons aussi à d'autres problématiques, comment faire contre aussi, comment résister et pas simplement définir et diagnostiquer. Mais vous nous direz peut-être si le fascisme est une idéologie moderne plus qu'une réaction archaïque, parce que ici des thèses s'affrontent. Comment il se distingue du simple autoritarisme, s'il est révolutionnaire ou non, ou plutôt réactionnaire, s'il existe ou pas un fascisme générique ou simplement des formes historiques contextualisées, concrètes, etc. Bref, toutes ces questions aussi nous intéressent et je vous passe la parole avec véritablement une grande joie. Merci Cynthia, merci à Guillaume Blanc, merci à vous deux pour cet accueil. J'aurais tendance déjà à répondre à toutes ces questions, c'est-à-dire que c'est vraisemblablement tout ça à la fois, parce que la contradiction, c'est peut-être le grand moteur de l'histoire. Mais bon, je vais un peu détailler, oui. Cela fait quand même un certain temps que je ne suis pas retourné explorer ces terres-là. Ça appartient plutôt pour moi au XXe siècle, début XXIe. Cette édition dans la collection bouquins que beaucoup d'entre vous connaissent, qui donc permet de reprendre plusieurs ouvrages et aussi plusieurs textes plus courts. Bon, l'éditeur m'ayant fait la proposition de savoir ce que j'imaginais, je lui ai dit que j'allais regrouper 4 livres et quantité d'autres textes plus courts, dont en effet Peuple souverain, qui est un ouvrage sur le populisme, pour le définir rapidement. Enfin, l'intitulé Peuple souverain, ça permet de comprendre pourquoi, d'ailleurs, tout ça, ça s'appelle le côté obscur du peuple. 12 leçons sur le fascisme, c'est en effet non pas une réécriture, mais une relecture que j'ai faite d'un livre qui s'appelait Du fascisme. Mais pour moi, c'était de toute façon une série de leçons sur, et donc 12 leçons sur le fascisme. Et puis un texte qui m'avait fait connaître sur les collaborateurs, et qui remonte aux années 70, et un essai, je l'assume comme essai, sur l'anarchisme de droite. Le type même d'ailleurs d'idéologie sans doctrine, mais qui, à mon avis, mérite d'être considéré comme des idéologies. Enfin bref, c'est de 12 leçons sur le fascisme que, assez largement, je vais m'inspirer, mais en resituant ça dans une bibliographie qui est quand même assez dominée par une réflexion qui ne peut pas être étrangère à la problématique du fascisme, qui est une réflexion sur la nation, qui a donné il y a quelques années un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?», avec un sous-titre qui donnait un peu... Sinon la réponse, parce que la réponse de définition, elle se situe un peu plus loin que la couverture dans le livre, mais j'essaye de répondre à la question, parce que je crois que c'est d'une bonne honnêteté commerciale que si on fait acheter un volume qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?», on donne une réponse, en disant « c'est ma réponse », bien entendu. Non, mais le sous-titre, c'est « Une histoire mondiale ».
Parce qu'évidemment, il n'y a rien de plus mondial, surtout en ce moment, que la nation. Donc la problématique de la nation, je ne l'oublie pas au passage, d'autant plus que, pour moi, évidemment, on éclaire toute réflexion, de moi, oui, vraiment mon point de vue, hein, je n'engage que moi, évidemment, sur le fascisme, sans introduire la notion de nationalisme, et que le nationalisme, ce n'est pas la nation. Hein. Voilà. Bon. Donc, premier type de réflexion. Deuxième type de réflexion, effectivement, ces études sur le populisme, dont peuple souverain. Troisièmement, l'enquête sur les collaborateurs, puisque certains de ces collaborateurs se reconnaissaient ou pouvaient être reconnus comme fascistes. Mais la synthèse des 12 leçons, ça a été une façon pour moi de m'obliger à me poser un certain nombre de questions que, même en tant qu'historien, je pouvais éviter pour diverses raisons. Et c'est pour ça que je vous donne la structure de l'ouvrage, puis après je m'en émanciperai très relativement. Dans ces 12 leçons, j'en mettais en avant 4 touchant à l'identité et à l'origine. En d'autres termes, approcher en effet la définition, mais au fond, tout l'ouvrage et toute problématique, c'est plutôt la contribution à une définition, mais la définition au sens restreint, la genèse, le milieu et le rapport au pouvoir. Ça, c'est ce qui était posé par moi comme identité et origine du phénomène. Et ensuite, la mise en œuvre, le passage pour les historiens à la mise en œuvre, qui est une en capitale, et j'avais isolé et réuni en même temps, bien sûr, 4 figures, la dictature, le dirigisme, la propagande et la totalité. Et enfin, mais d'une façon peut-être plus platement chronologique, je me suis interrogé, mais en fait non, je ne suis pas resté platement chronologique, j'ai essayé, puis je n'ai pas réussi complètement. Et donc les 4 interrogations finales sur la dynamique du phénomène, jusqu'à sa chute finale avec la question du destin après la chute finale, à savoir génocide, international, empire et en effet destin. Alors je ne vais pas, rassurez-vous, essayer de reprendre dans le détail ces 12 articulations, mais je m'en inspirerai chemin faisant. Il me paraît quand même essentiel de poser le fascisme comme la grande invention idéologique du XXe siècle. Le libéralisme, le socialisme sont antérieurs. Hein. Ça, c'est quelque chose dont il faut rendre compte d'emblée. On ne peut pas tourner autour du pot et dire non, c'est une invention du XXe siècle, et pour moi, c'est la grande invention idéologique du XXe siècle. Bon. Ce qui fait qu'il y a un premier point qui en découle, c'est qu'il se situe, ce fascisme, en rapport dialectique permanent avec 2 idéologies. Alors, je ne vais pas justifier le terme d'idéologie, j'ai ma propre définition. Dans la discussion, on peut revenir sur idéologie. Je vous l'assène comme ça, bon, sans prévenir. C'est le libéralisme et c'est le marxisme. Et d'emblée, le fascisme se caractérise par un rejet symétrique du libéralisme et du marxisme. Vous aurez constaté que je dis marxisme et pas socialisme. Eh oui, parce que vous ne pouvez pas éclairer le fascisme sans tenir compte de sa revendication d'être un mouvement socialiste. Et on ne peut pas venir d'extérieur en disant « Ah non, ils n'y ont pas droit ». Non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le revendiquent. Hein. Moi, je suis historien, je ne suis pas donneur de leçons, procureur, etc. Bon. Donc, Parti national socialiste des travailleurs allemands, et puis origine socialiste incontestable de Benito Mussolini. Je ne vais pas m'étendre sur, en effet, l'événementiel, sauf quelques cas limites, et le biographique. Je suppose que vous connaissez l'itinéraire du fondateur du terme fascisme d'ailleurs lui-même, donc à partir, disons, de 1918-19, ce qui va être le parti national-fasciste ensuite se cristallise en faisceau en 1919. Bon, on voit tout de suite le rapport à la Première Guerre mondiale. Mais je pense que je n'apprends rien à personne, mais je préfère apprendre à quelques-uns que de passer comme ça, de façon snob. Non, mais Benito Mussolini, dont le prénom montre bien qu'il est issu d'une famille d'extrême gauche, parce que se prénommer Benito, c'est un hommage à Benito Juárez, le Mexicain. Bon.
Donc ça, je veux dire que la famille, surtout le père, c'est l'ultra-gauche italienne. Et Benito Mussolini, c'est jusqu'au 1er août 1914 le leader de l'aile la plus à gauche du Parti socialiste italien. Je ne vais pas développer, mais quand je dis que c'est le marxisme qui est en cause, ce n'est pas le socialisme, vous comprenez ce que je veux dire? Étant bien entendu que ce rejet se présente comme un rejet radical qui va caractériser en toute chose cette idéologie, qui se présente comme une idéologie radicale et qui en est fière, qui va sans arrêt polémiquer sur les modérés, les faibles, etc. Bon. C'est un rejet philosophique, c'est un rejet économique, c'est un rejet social, c'est un rejet politique. Et la cristallisation d'où sort ce fascisme des années 1910-1920, c'est ce que l'on a appelé, venant de France d'ailleurs, le nationalisme. La France a inventé le mot nationalisme, la chose aussi, même si ça mérite analyse, pour simplifier, le nationalisme, c'est la nécessité qui se fait jour. Alors là, auprès et au cœur de groupes, mais surtout d'individus, d'intellectuels d'ailleurs. C'est à ce moment-là qu'en France, le mot commence à s'enraciner, dans les années 1880-90, un peu avant l'affaire Dreyfus, mais popularisé par l'affaire Dreyfus, qui cherche à se situer dans une réforme intellectuelle fondamentale, à savoir qu'on pourrait sortir la nation de la tradition de gauche, d'où elle est complètement issue. Là aussi, petite remarque, la nation vient de la gauche. Ça, c'est tout à fait évident. L'idée qu'il y a un peuple souverain, en 1818 en France, vous vous faites arrêter si vous proclamez la nation, sous la Restauration, etc. Donc, la nation est un concept de la gauche, pour simplifier, mais le génie du nationalisme, c'est de reprendre cette figure centrale. Effectivement, la nation est le fondement de la souveraineté. Je rappelle que quand on discute, par exemple, de la démocratie aujourd'hui, et là, ça sera le seul moment où je m'égarerai un peu, on oublie quand même que la démocratie, ce n'est jamais, puis même jamais, une affaire de liberté. C'est une affaire de souveraineté. Mais ça, il faut que je l'explique parfois, y compris à mes enfants à certains moments, quasiment à mes petits-enfants maintenant. Donc, il faut bien penser que l'action de la démocratie, pour, contre, peut-être, laquelle, etc., c'est une affaire de souveraineté. La souveraineté du peuple, c'est le moment où, effectivement, émerge la nation. Pour simplifier, la nation, c'est la définition que j'avais donnée dans « Qu'est-ce qu'une nation ?», sans que vous soyez obligé d'acheter le livre. Donc, c'est un peuple petit p qui devient le peuple avec un grand P. Et après, bon, peuple avec un petit p, c'est-à-dire que c'est une cristallisation historique et aussi géographique, sociologique, etc., et qui est traversée, dans certaines conditions de température et de pression intellectuelle, qui est traversée par cette révolution qui est la proclamation de la souveraineté du peuple. Et donc le peuple petit p, le fait que, bizarrement, il y a des Slovaques et des Estoniens, non mais c'est inimaginable, et à un certain moment, ça permet une insurrection slovaque ou estonienne. Bon, ça, c'est la nation. Et la nation, d'une certaine façon, c'est un problème pour une forme de droite radicale. Alors, que l'on soit né et grandi dans cette droite radicale ou qu'on s'en soit rapproché venant de la gauche, voire de l'extrême gauche, puisque ce type de glissement ne date pas d'aujourd'hui, bien entendu, c'est constant, dans les deux sens, mais enfin plutôt quand même statistiquement d'une origine de gauche vers la droite. Et à ce moment-là, le nationalisme apparaît comme une manière de refonder le politique sur une nation qui n'est plus la nation de l'intégration, mais la nation de l'identité, voire de l'exclusion. C'est ça le génie du nationalisme, qui permet de faire converger des éléments de gauche et des éléments de droite. Je ne peux pas trop développer, simplement j'annonce la manière dont je vois personnellement, et dont on est quand même obligé de voir le fascisme, qui va être en fait un nationalisme exacerbé, radicalisé.
Et on peut faire intervenir à ce stade la notion de populisme, ça ne me dérange pas du tout, j'y consacre donc d'autres travaux. C'est en effet assez proche de la définition que je propose du populisme. Ça se situe à la fin du XIXe siècle, comme par hasard, et clairement, il s'agit d'une radicalité. Une radicalité. Et dans un autre ouvrage, je me suis permis de faire un petit dégagement sur la radicalité, parce que je n'étais pas complètement satisfait de la manière dont on utilisait radicalité, qui n'est pas radicalisation, etc. Ça permet de comprendre pourquoi tout ceci se cristallise. Alors là, c'est l'historien qui parle, donc je ne suis ni philosophe, ni même politologue, je suis seulement, excusez, historien, qui est obligé de voir, effectivement, j'ai cité 1919 tout à l'heure, le lien avec la Première Guerre mondiale, dont je rappelle qu'au sortir de cette guerre, on disait plutôt c'est la Grande Guerre. 1914, c'était la guerre du droit, du point de vue français, bien sûr. En 1917-18, ça devient la Grande Guerre. Ça dure depuis tellement longtemps, il y a tellement de morts, de destruction de toutes sortes, des régimes qui s'effondrent. C'est la Grande Guerre. Après, d'une certaine façon, les historiens diront c'est une guerre mondiale, mais on dira la Première Guerre mondiale quand on aura la deuxième. Donc, fondamentalement, pour l'entre-deux-guerres, c'est la Grande Guerre. C'est la Grande Guerre. Et c'est incontestablement la Grande Guerre. Je peux même dire c'est la vraie Grande Guerre par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Ça demanderait une explication, mais partons de cette hypothèse-là. En tous les cas, c'est la Grande Guerre. Évidemment, la Grande Guerre, c'est un moment de destruction, bien entendu, mais c'est surtout un moment de révélation. De révélation pour les individus comme pour les collectivités. Bon, la révélation de l'autorité, d'une forme d'autorité justifiée par l'urgence, la radicalité physique de la guerre. La révélation d'un certain type de hiérarchie. La révélation de la nécessité de renforcer l'État, alors qu'on sort d'un 19e siècle qui a progressé dans le libéralisme au sens philosophique et politique du terme, et qui met à distance l'excessive concentration du pouvoir entre les mains de l'État. Et puis c'est la guerre, j'aurais pu allonger l'énumération, c'est non pas la découverte, mais la prise de conscience d'une notion qui commence à apparaître avant 14, mais alors qui est surdimensionnée par l'expérience de la guerre, la notion de masse et des masses. Et la concurrence, d'une certaine façon, entre l'interprétation de la société par le peuple, par la société ou par les masses. Avec un mot qui est d'ancienne origine, et qui est d'origine religieuse, bien entendu, et même, ce qui est intéressant, catholique, parce que ces questions-là ne sont pas négligeables, catholicisme, protestantisme, etc., c'est la propagande. C'est la propagande. Et ces grandes instances vont se retrouver, au sortir de la guerre, surdimensionnées dans le débat. Quitte à ce qu'il y ait d'ailleurs des contre-feux. Par exemple, puisque c'est toujours d'actualité visiblement, ou ça revient d'actualité, les fake news, etc., ça a un nom, 14-18, ce sont les bobards. Et d'ailleurs, c'est capital, parce que sous la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui peut filtrer, par exemple, sur les camps de concentration est complètement atomisé par le fait qu'il y a un bombardement de propagande, et pendant la guerre de 14-18, c'était propagande contre propagande. Les Allemands coupaient les mains des petits Belges, etc. Donc, la question de la propagande est absolument capitale. Tous ces éléments, on va les retrouver dans le fascisme. Et il y en a bien d'autres. Ce que je veux dire, c'est que la guerre, et je terminerai peut-être par les 2 dernières pages de mon livre, qui jouait volontairement un peu avec le feu, mais je posais entre autres la question, évidemment, ritournelle. Il vient de la gauche ou il vient de la droite, le fascisme? Il ne suffit pas de dire un peu des deux, oui. Non, il vient de la guerre. Il vient de la guerre. Ça, c'est la clé. Et c'est une clé beaucoup plus importante que droite et gauche. Parce que, allez donc dans les communes de France et regardez les monuments aux morts. D'ailleurs, vous comprendrez le sentiment, faut-il dire pacifiste, en tous les cas, vraiment pas va-t-en-guerre, de la France de 1939. Vous pouvez vous dire, mais mon Dieu, mais allez dans chaque village de France et regardez la liste des monuments morts. Et vous comprenez 1939, pas 1914-18. Donc la guerre, ça c'est capital. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut considérer
une hypothèse de définition très générale, qui serait que le fascisme, ce sont des valeurs de droite radicalisées, ou extrémisées, radicalisées, telles que le vitalisme, c'est mon vocabulaire, hein, bon. L'inégalitarisme, le nationalisme, en effet, mais organisé, vécu, exalté dans un style de gauche. Le style de gauche, c'est peuple, avec P majuscule, État, parti. Le parti, ça vient de la gauche, etc. Et je réponds tout de suite à une de vos questions que vous ne manqueriez pas de me poser, comme ça on gagnera une minute. Donald Trump est-il fasciste? Ça, je ne peux pas défendre ce point de vue, parce que franchement, État, parti, bon, il est ailleurs, mais je ne lui donnerai jamais le certificat de fasciste. Ça, c'est tout à fait clair. Si vous voulez comprendre d'ailleurs ce que c'est qu'un parti dans la conception fasciste, peut-être pas que dans la conception fasciste, regardez ce très grand film d'une femme en plus, Leni Riefenstahl, Triomphe de la volonté. Et là, vous voyez ce que c'est qu'une société militarisée. Ça, c'est une clé. Le parti pour commencer. Mais l'industrie, la jeunesse, etc. Donc, voilà. Des valeurs de droite, je dirais plutôt radicalisées qu'extrémisées, mais là aussi on peut discuter, mais dans un style de gauche, tout aussi radical. Bon. Tout ceci ne signifie pas qu'il n'y ait pas du pragmatisme. Parce que ma volonté d'être simple, clair, ça je ne sais pas, mais simple, et de faire un résumé de résumé, sinon il y a des textes. Si vous voulez prendre un peu plus de temps pour entrer dans les nuances, les textes, fait que je pose, j'assène. Bon. Je fais quand même en effet une remarque de nuance. À partir du moment où vous avez un système dans lequel, ça c'est l'héritage de la dictature sur lequel je vais revenir maintenant, où vous avez une figure dominante, donc une forte personnalité, on pourra revenir sur le côté, mais je ne le ferai pas, charismatique ou pas, bon, avec tous les guillemets à charismatique, ben, il est évident que c'est porteur de pragmatisme. Ce qui vous explique que si on entrait dans le détail, même chez Hitler, a fortiori chez Mussolini, il y a des évolutions, presque des sinuosités. En ce qui concerne par exemple le rapport à l'économie, comme pour les fascistes, c'est complètement instrumentalisé l'économie. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est la totalité de la société, c'est la grandeur nationale, etc. Et c'est le culte du chef, en effet. Bon, Mussolini a eu une phase ultralibérale qui a duré 2 ans et demi. Mais de toute façon, alors ça a terminé en le plus grand étatisme qui soit. Donc ça c'est la plasticité de la dictature, vous comprenez? Ben oui. Si le chef a décidé que, et c'est pas que le chef, dans ces cas-là, il y a ses conseillers. Donc, si on commence à entrer dans le détail, ça se complique, heureusement, hein, ça se complique. Heureusement que ça se complique. Ce qui fait que, dans ce cas-là, il faut revenir rapidement sur dictature, dirigisme, propagande et totalité. Surtout sur totalité, bien sûr. Dictature, alors là, j'avais fait une découverte il y a pas mal d'années, et je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes la font, enfin, les spécialistes de... Non, même pas tous. Les spécialistes de Paul Valéry connaissent quand même le texte, mais Paul Valéry, qui est le grand penseur officiel de la Troisième République, hein, qui a une fonction extraordinaire dans l'entre-deux-guerres, c'est tout à fait passionnant. Paul Valéry, qui, pendant la guerre, sera très, à l'Académie française, puisqu'on a parlé, sera très digne, hein, d'accord, c'est pas la question, puisque je ne suis pas un procureur. Mais Paul Valéry, dans l'entre-deux-guerres, en 1934, il a publié un texte sur la dictature. Et pourquoi donc? Ben, alors, 30 secondes de micro-analyse. Paul Valéry, c'est un indépendant. C'est au sens économique du terme. C'est pas un professeur d'université, c'est pas un avocat, c'est quelqu'un qui vit en fonction de situations, disons, de commande et de dépendance. Voilà. Il a été très content de terminer au Collège de France, mais c'était la première fois qu'il avait une sorte de traitement.
Donc Paul Valéry, vous savez, quand il écrit Eupalinos, le texte de référence absolue pour les architectes, c'est une commande d'un cabinet d'architectes et le grand, si vous êtes amateur d'art déco, c'est Suémar. Donc c'est le grand architecte décorateur qui commande à Valéry un texte. Et Valéry a été très fier de dire, on m'a demandé tel chiffre tel nombre de signes et d'espaces, et j'ai fait exactement le nombre. Ça, c'était la machine intellectuelle de Paul Valéry. Alors, ça peut choquer, mais voilà. Moi, ça ne me choque pas du tout, je vous précise. Mais alors, cet homme qui va écrire sur la dictature, en 1934, je vais quand même lire les 3-4 lignes de définition et d'éloge de la dictature par Paul Valéry. 1934, c'est au sein de l'ancêtre de l'UNESCO, parce qu'on a oublié qu'il y avait un UNESCO avant l'UNESCO, qui était l'Institut international de coopération intellectuelle et l'Organisation internationale de coopération, installé déjà à Paris. C'est pour ça que l'UNESCO s'installera à Paris. Paul Valéry, c'est l'icône absolue. Hein. Donc il faut imaginer son prestige. Eh bien, il reçoit une commande du gouvernement portugais de Salazar. Et le grand ministre de la culture et de la propagande de Salazar demande à M. Paul Valéry, moyennant évidemment une certaine somme d'argent, de faire la préface à une biographie par le même fer de Salazar. Et donc ce texte, qui s'appelle La dictature ensuite, c'est en fait la préface à ça. Et je signale que les Portugais vont faire la même chose, ils vont avoir Chamberlain, en Angleterre, qui fera la préface. Enfin bon, très intéressant. Eugenio d'Ors fera la préface. Bien, et donc là, c'est Valéry. Et voilà ce que dit Note en guise de préambule sur l'idée de dictature. Ça, c'est tout à fait Valéry. Voilà. L'image d'une dictature, italique, dictature, est la réponse inévitable et comme instinctive de l'esprit italique, ça c'est montré Valéry, quand il ne reconnaît plus dans la conduite des affaires l'autorité italique, la continuité italique, l'unité italique, qui sont les marques de la volonté réfléchie et de l'empire de la connaissance organisée. C'est très Valéry, mais c'est très 1934, évidemment. C'est-à-dire que vous avez une société qui, de ses sommets, intègre plus que jamais, exalte, justifie la dictature. Hein. Et pensons à ça. Évidemment, le fascisme se situe dans cette ambiance générale, étant bien entendu qu'on est plutôt fasciné par les déclinaisons de dictature qui sont testées dans les années de l'entre-deux-guerres, et en particulier dans les années 30, puisque le mouvement vers la dictature ne cesse de monter des années 20 aux années 30, et c'est sans limite, puisque vous pouvez trouver des exemples très intéressants. Par exemple, dans les pays baltes, modèle de démocratie libérale, quand vraiment là, le danger, qui est d'abord le danger soviétique, mais secondairement hitlérien approche, tous les pays baltes passent à la dictature. Ça dure 2-3 ans, le temps qu'ils soient rayés de la carte par les soviétiques et les Allemands réunis. Donc on n'y échappe pas. Le Brésil, c'est Vargas. Tout ça permet de comprendre en quoi le fascisme, c'est aussi toute une époque. La dictature, justifiée de mille façons. Le dirigisme, bien sûr, et là, sur ce plan-là, le fascisme est en partie, à l'écoute de l'expérience de la révolution bolchevique. C'est là qu'il faut insister sur le fait que le fascisme est postérieur à la révolution d'octobre. De peu, mais c'est absolument capital. Le fascisme, c'est aussi une manière de recomposer les sociétés et les politiques à la lumière de cette expérience. Grosso modo, vous savez, ne le répétez à personne, mais l'histoire, c'est une science expérimentale. Oui. Mais sur un point, je veux dire par là, sur un point, c'est-à-dire qu'on passe notre temps, en tant qu'historien, à travailler sur des expériences. Des expériences culturelles, économiques, politiques. Bon. Et là, vous avez une expérience extraordinaire qui s'appelle la Révolution d'octobre, qui s'appelle le bolchevisme, et le message est d'abord reçu par les adversaires les plus radicaux, qui seront les fascismes. Le dirigisme, sous toutes ses formes, avec l'expression autarcique finale de plusieurs de ces expériences fascistes, mais d'abord le corporatisme, etc. La propagande, ça va de soi, donc on va rappeler les 4 éléments, dictature, dirigisme, propagande, totalité. La propagande,
Et là, il faut tenir compte, évidemment, de la situation culturelle de ces sociétés du monde entier, mais d'abord de l'Europe, ensuite de l'Occident, ensuite du monde entier, puisque la question du fascisme ne se limite pas, même pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'Europe, dans le rapport nouveau à la culture. D'abord, ce sont des sociétés, et en fait, c'est une sorte de concurrence entre l'Union soviétique et l'Italie fasciste, et l'Allemagne suivra, qui désormais considère que le concept de culture est un concept capital. Ça va arriver en France à l'époque du Front populaire. Je signale que le ministère de la Culture, ça ne date pas de Jack Lang. Hein. Il y a déjà des textes disant qu'il faut un ministère de la Culture en 1936, à gauche bien sûr. Donc, cette reconsidération de ce que moi j'appellerais culture bien avant le mot, mais c'est une autre affaire, ça n'engage que moi là aussi, fait que vous ne pouvez pas comprendre le fascisme sans la sophistication de cette propagande qui se construit en permanence sous l'œil de Moscou, si j'ose dire. Il y a quantité de domaines où il y a une sorte de ping-pong. Bon, le cinématographe, évidemment. Aujourd'hui, les nostalgiques du fascisme en Italie se gavent des actualités cinématographiques italiennes, Luce, etc. Mais par exemple, vous avez une forme d'art qui se développe dans l'entre-deux-guerres, qui est le photomontage. Or, le photomontage, c'est une découverte, c'est une expérimentation, là aussi, mais absolument simultanée entre l'Union soviétique, le Parti communiste allemand et les organisations fascistes. Et on reconnaît au début des années 30 que vraiment le fascisme italien, pour l'instant, est extrêmement sophistiqué et répond bien au photomontage allemand, etc. Mais cela concerne aussi, évidemment, la notion de loisir. La notion de loisir au pluriel, qui doit faire l'objet d'une politique, signe de modernité supplémentaire. À chaque fois, je me contenterai de donner des pistes. On peut développer dans ces ouvrages-là, je développe évidemment beaucoup. Quant à la totalité, elle permet de faire un sort au débat sempiternel sur est-ce que la notion de totalitarisme a un sens. Alors, elle a un sens chez Mussolini, qui l'utilise. Elle a un sens, je n'entre pas dans le détail des citations, elle a un sens chez les antifascistes italiens, qui sont les premiers à travailler la notion de totalitaire et de totalitarisme. Donc ils sont les premiers exposés, premiers à théoriser, ce qui est assez simple. Dans le cas du fascisme allemand, c'est l'idée qu'il y a une totalité plus qu'un totalitarisme, la totalité de l'État, la totalité surtout du folk, évidemment. Et le folk, ce n'est pas tout à fait le popolo italien, ni le peuple français. Alors pourquoi je dis popolo italien ? Parce que le moment où le leader de l'extrême gauche italienne, Benito Mussolini, bascule, c'est à l'automne 1914, donc 5 ans avant, en créant un journal, financé d'ailleurs par les Français, parce que c'est un journal qui est favorable à l'entrée en guerre de l'Italie. Donc là, on voit très bien l'intérêt pour les Français de financer Mussolini, et qui s'appelle Il Popolo d'Italie. Et à chaque fois, il faut prendre les mots au pied de la lettre. Hein. C'est par le popolo que Mussolini devient fasciste. Pour ça. Bon. Donc cette totalité, c'est d'abord la totalité de cet agent historique central qui est le peuple ou le folk ayant une dimension ethnique et très vite raciale, beaucoup plus radicale que le popolo d'Italie, parce que j'y reviendrai dans un instant. Je signale que si la version allemande, on pourrait presque dire plus justement, compte tenu de l'origine de son animateur austro-hongroise du fascisme, est d'emblée antisémite, le fascisme italien n'est pas antisémite. Alors je reviens sur l'origine austro-hongroise. J'aime bien la plaisanterie des Allemands sur les Autrichiens, disant les Autrichiens sont extraordinaires. Ils ont fini par faire croire au monde que Beethoven était autrichien et que Hitler était allemand. Voilà. Parce qu'on est clair évidemment, Hitler en rappelant qu'il n'est pas allemand. C'est peut-être un drame pour lui, mais il n'est pas allemand. Il est austro-hongrois, et précisément autrichien de l'Autriche-Hongrie. Enfin, là aussi, on peut y passer des heures, mais des heures qui ne sont pas anecdotiques, puisque ça aboutit à des millions de morts. Etc. Donc la totalité, c'est certain, la totalité qui permet d'accompagner les réflexions
exemple Carl Schmitt, l'ondulant Carl Schmitt, hein, qu'on va retrouver, compagnon de route du nazisme et compagnon de route de la social-démocratie allemande après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, mais des esprits remarquables, en tous les cas impressionnants, hein, qui résonnent sur justement, lui, l'état total. Donc la nécessité de faire entrer les masses, mais plus fondamentalement, plus structurellement, encore la notion de totalité dans l'argumentaire, c'est tout à fait le sens de cette époque. À ce moment-là, on comprend bien que le parti est la cristallisation, non seulement politique, mais la cristallisation sociologique de cette conception de la totalité, et sous une forme militarisée. D'ailleurs, on le sait peu, mais Mussolini, dans l'encyclopédie italienne, où, aidé par quelques-uns, Gentili, etc., il définit systématiquement et à longueur de page la doctrine fasciste, après l'avoir en quelque sorte inventée au fur et à mesure, n'hésite pas à dire que le parti, dans la conception fasciste, c'est une armée de croyants. Oui. Donc, je ne vais pas développer les citations, mais on voit bien dans quel sens on va, et on voit bien comment la notion de mouvement, en particulier de mouvement de jeunesse, est complètement d'époque, certes, à gauche comme à droite, mais poussée encore plus loin que l'expérience soviétique par d'abord Mussolini et ensuite Hitler. Et toutes les organisations fascistes, d'ailleurs, vont, dans un premier temps, à travers le monde, constituer bien sûr leur mouvement de jeunesse, mais en ayant comme modèle le modèle italien, le modèle allemand intervenant plus tard. Alors, si vous vous rappelez, j'avais posé, non pas pour finir, mais parce qu'après, j'aurai quelques petites considérations finales à présenter, et puis je commencerai à répondre, j'espère, à vos questions. En tous les cas, j'écouterai vos questions, je ne sais pas si je pourrai y répondre. Effectivement, la dynamique de cette idéologie, elle se traduit avec le recul dans des formes, disons, collectives, qu'on va appeler génocide, international, avec un E, empire, et en effet ce que j'appelle le destin, c'est-à-dire la capacité de ce mouvement à parvenir jusqu'à nous ou pas. Alors, le génocide, évidemment, avec une doctrine qui est aussi vitaliste, il naît d'abord de ce que j'aurais tendance à appeler le naturisme fasciste. Le naturisme fasciste, c'est à prendre au pied de la lettre. Alors, je répète, je suis historien, je ne suis pas philosophe, ça pourrait être discuté, cet usage, mais c'est le mot qui me vient spontanément à l'esprit quand je considère le discours, bien sûr, la propagande, mais les mises en pratique fascistes en ce qui concerne le rapport au corps. Je n'oserais pas, n'étant pas très expert, aller jusqu'à dire à la médecine, mais si, vraiment. Et au-delà, à ce qu'on appellera plus tard l'environnement. Sur ce plan-là, il y a eu un moment de trouble à la fin du XXe siècle quand quelques historiens, ou non-historiens d'ailleurs, ont commencé à travailler sur une dimension assez fascinante du fascisme, qui est sa dimension écologique. Le mot n'étant pas, à ce moment-là, utilisé pour ce cas précis, même si le mot existe déjà. C'est-à-dire que c'est un peu moins net en Italie, ça crève les yeux dans le cas allemand. Il y a une conception du rapport à la nature, la nature, qui fait d'elle, incontestablement, l'instance suprême des activités des êtres humains, individuels ou collectifs. Il faut savoir, pour donner quelques exemples, que le Reich va, en se fondant d'ailleurs sur une vieille tradition romantique allemande, on pourra revenir sur l'héritage romantique, bien entendu, va mettre en avant la notion de monument naturel susceptible de classement. Alors, le mouvement a commencé au XIXe siècle, un peu en Allemagne, très modestement en France, la notion de site, etc. Les nazis systématisent cette notion et en tirent un certain nombre de conclusions en ce qui concerne la protection des forêts, etc. La protection des animaux.
le Troisième Reich interdit la vivisection. Le Troisième Reich va légiférer, réglementer d'ailleurs plutôt, mais aussi un peu légiférer, sur le transport des animaux par les moyens de chemin de fer, en disant qu'il faut quand même tenir compte des droits des animaux, d'une certaine façon. Alors quand j'expliquais ça à mes étudiants, j'attendais que quelqu'un lève la main, disant « Mais monsieur, je ne comprends pas. Alors regardez ce qu'ils ont fait, par exemple, aux Juifs. » Mais c'est absolument pas contradictoire. Oui. Parce que les Juifs ne sont pas dans la nature. Les Juifs sont un chancre, sont un cancer. Donc pas de pitié pour les Juifs, mais les animaux, ils sont dans la nature. Alors là, vous avez la forme extrême, c'est nazi. En Italie, c'est un peu plus modéré. Mais c'est évidemment capital pour comprendre ce qui meut l'idéologie en question. Et ça permet de comprendre l'eugénisme. Là aussi, quelques traces en Italie, mais surtout quand l'Italie s'aligne sur l'Allemagne, donc dans les années 35, 36, 37, 38. Mais alors là, effectivement, dès 1933, dès le premier jour, des mesures eugénistes prises en Allemagne. C'est-à-dire, au même moment, ça m'avait frappé, tout début 1933, vous savez, ces moments extraordinaires où celui qui a les clés au sommet s'engage dans une course à la réforme ou à la révolution, sous la forme de mesures prises, mais en rafale, si vous voyez ce que je veux dire. Avec des mesures prises en rafale. Alors, c'est clairement Hitler en 1933. C'est très impressionnant, c'est passionnant pour un historien de voir comment on s'y prend. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en janvier 1933, il y a encore un état de droit en Allemagne, même ébréché, mais pas plus qu'ailleurs, franchement. On a encore des partis politiques. Vous avez un parti communiste qui est dans l'héritage de la pensée de Marx et Engels, à savoir que si la révolution a lieu, elle commencera en Allemagne, certainement pas en France, certainement pas en Russie, on rêve. Bon, non, elle aura lieu, bien sûr, en Allemagne. Donc le Parti communiste allemand, c'est considérable, même si il a déjà échoué en 1918. Le Parti démocrate chrétien, le Zentrum, c'est considérable. Le SPD, la grande social-démocratie mondiale, elle est en Allemagne, le 1er janvier 1933. Au mois de juin 1933, il ne reste plus rien. Juin-juillet, il ne reste plus rien de ça. Ça va vite, ça va très vite. Et alors, ce qui m'avait frappé, c'est que les premières mesures sont prises dès l'arrivée, donc de fin du mois de janvier 1933 par Hitler, de fermeture des centres de planning de naissance, dans lesquels s'investissait d'ailleurs effectivement toute une tradition allemande, plus avancée que bien plus avancée que la française, donc proche du Parti communiste, proche du SPD plus encore. Donc, on les ferme et on vote peu de temps après la loi sur la prévention de la progéniture. La prévention, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'avortement, voire d'autres formes plus, des enfants de dégénérés, etc. Et ça va atteindre des sommets en 1939, mais les mesures sont prises tous les ans, 33, 34, on aggrave. Et en 1939, vous avez un décret d'Empire du Führer qui justifie, en effet, l'assassinat des, alors on va dire, dégénérés au sens large. Or, ce qui est intéressant, et à mon avis, ça relativise complètement la discussion sur Wannsee, c'est que tout ça est pris avant la guerre, et explicitement, le décret de 1939, il a été publié. Donc, bien entendu, Wannsee, mais au fond, et par quelle méthode, d'ailleurs, on commence à exterminer dès 1937-1938 des chambres à gaz pour des malades mentaux, etc. Bon, c'est quand même tout à fait intéressant, voire, pourrait-on dire, impressionnant, mais impressionnant, c'est un jugement de valeur, on va dire, intéressant. Alors, l'antisémitisme dans tout ça, j'y reviens quand même, l'antisémitisme n'est pas consubstantiel au fascisme italien originel, pour des raisons de culture nationale, de tout ce qu'on veut. Et je rappelle, pour aller jusqu'au bout de ce qui n'est pas un paradoxe, qui est un simple constat, que le premier intellectuel fasciste italien qui soit clairement exprimé quand, vers 1922-23, Mussolini arrive au pouvoir, qui publie un ouvrage hagiographique sur Mussolini qui s'appelle Dux, D-U-X, c'est la maîtresse de Mussolini elle-même, donc on n'est jamais Margherita Sarfati, qui est juive.
Et d'ailleurs, ce sont des collègues qui avaient commencé à travailler sur cette question-là, qui avaient fait les statistiques, entre autres Marianne Matar-Bonucci. Quand on essaye, c'est toujours complexe, mais enfin, c'est assez clair, statistiquement, de voir comment se répartissent politiquement les peu nombreux, il faut dire, juifs italiens, ils sont surreprésentés dans le Parti national fasciste. Intégration. Mais pas de ça chez Hitler, bien entendu. Pas de ça chez Hitler. Et alignement, donc ce qui est intéressant, la leçon finale sur ce plan-là, c'est l'alignement de Mussolini sur l'antisémitisme d'Hitler. Bon, il y a des signes à partir de 36, 37, et alors là complètement 38 et 39. Donc on voit bien la logique antisémite qui fonctionne là-dedans, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a des modalités. Le sens général, c'est quand même qu'il y ait convergence. Puisque sur ce plan-là, comme sur tant d'autres, celui qui était l'inspirateur, Hitler se considérait comme l'élève, le disciple de Mussolini, devient l'élève ou le suiviste de Hitler. La notion de race devient, qui est omniprésente dès le début chez les nazis, devient omniprésente dans le discours, alors officiel du Parti national fasciste, parce que, on le sait bien, la société italienne a assez peu adhéré à cette partie du programme fasciste. L'adhésion, je ne me pose pas ici la question de l'adhésion. Pour moi, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais on peut en discuter. Mais sur cette question précise, on sait que là, pour le coup, les mêmes chercheurs arrivent à ces conclusions que on peut dire que l'adhésion à l'antisémitisme a été quand même extrêmement ténue en Italie, mais sur des bases qui existaient. Et ça, pendant longtemps, on a dit le contraire, bien entendu. La question de l'international, c'est d'une internationale fasciste, c'est évidemment la nécessité de voir dans quelle mesure il y aurait un oxymore dans une internationale nationaliste. Alors, bien entendu, si on entre dans le détail, on voit bien les contradictions internes, les ruptures, les fractures, etc. Mais dans l'ensemble, ce qui va distinguer justement le fascisme d'une bonne partie du reste de l'extrême droite, car vous aurez bien compris depuis le début que toute l'extrême droite n'est pas fasciste, compte tenu de ce qu'il faut cocher comme case, mais incontestablement, plus on s'approche du modèle fasciste pur et parfait, plus on se rend compte qu'il a, et là aussi c'est la fascination du modèle bolchevique, évidemment, qu'on retourne comme un gant, il a, ce fascisme, une préoccupation internationale constante, très ancienne, déjà du côté italien début des années 20, et du côté allemand dès qu'ils le peuvent, bon, essentiellement à partir du moment où ils sont arrivés au pouvoir, donc à partir de 1933. Ce qui amène des discussions infinies entre historiens ou non-historiens sur la qualification de fasciste d'expérience autoritaire de droite dans ces années 30 et 40. Pour simplifier, j'avais eu l'occasion de travailler là-dessus, Salazar, Franco, Antonescu ne sont pas des fascistes. Là aussi, ça n'a aucun sens de les qualifier de fascistes. En revanche, c'est très clair dans le cas de Franco, par exemple, mais aussi Salazar, c'est plus complexe. Je rappelle que Salazar, c'est le type même de l'intellectuel qui arrive au pouvoir. Cherchez donc un professeur d'économie, professeur d'université qui devient dictateur, il n'y en a quand même pas beaucoup tout le temps. Salazar, c'est ça. Attention, c'est pas un militaire, alors il se soutient sur les militaires, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est en fait un régime très militaire, mais avec un intellectuel universitaire de référence au sommet. Bon, je livre ça à vos méditations. Je ne vais pas citer les tyrans grecs qui étaient des grands disciples de grands philosophes. Mais donc, Salazar, clairement, mais Antonescu ou Franco, ce sont de purs représentants d'une droite traditionnaliste, certes très autoritaire, mais très traditionnaliste aussi, mais qui, stratégiquement, se sont alliés aux fascistes. Ça se voit et ça se comprend très bien dans le cas de l'Espagne, puisque ce changement politique a lieu à l'intérieur d'un phénomène qui s'appelle la guerre civile, qui n'est pas l'élection le dimanche prochain.
N'oublions pas que Hitler a été élu. Bon, il a été élu par un parlement qui lui-même avait été élu. Bon, Franco, non, ça c'est clair. Donc la nécessité d'une stratégie d'alliance a fait que Franco, qui comme Pétain, comme Antonescu, comme Horthy, est un dictateur de droite radicale, bon, donc pas un fasciste, a besoin des fascistes à un certain moment, d'où le statut de la phalange. Et si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de la phalange, que Franco veut contrôler parce qu'il sent le danger, mais qui a son autonomie, sinon l'alliance explose et les résultats à partir de 1936 et jusqu'à 1939 et même un peu au-delà sont très différents. La phalange va être en quelque sorte amenée par Franco à s'occuper d'un programme un peu de gauche au fond, hein, en particulier du social, en particulier de la corporation, en particulier du syndicalisme. C'est à ça qu'elle sera bonne, la propagande, et puis pour le reste, soyons sérieux, on ne va pas confier aux vrais phalangistes les clés de la maison. Mais ce qui dit tout, c'est que la possibilité qu'il y ait une internationale fasciste, et d'autre part qu'il y ait des alliances entre une extrême droite plus classique, traditionnaliste disons, et le fascisme, eh bien ça modèle les sociétés au moment décisif des années 30 et du début des années 40. Quant à ce que j'ai appelé l'Empire, ça permet de comprendre que la logique géopolitique de tout ça, c'est effectivement d'exporter sans doute la guerre, ça c'est clair, mais en même temps d'exporter le modèle d'une dictature moderniste au-delà des frontières originelles, donc de l'Europe centrale et occidentale. Et c'est très intéressant à ce moment-là de réfléchir à ce qui se passe, d'ailleurs fugitivement en Birmanie, puisqu'on parle de Birmanie. Qui s'intéresse à l'histoire politique de la Birmanie, n'est-ce pas? En Birmanie, en Chine, au Japon, bien sûr, un petit peu aussi en Iran, à des endroits stratégiques comme ça, dont on peut repérer assez facilement l'entrée de modèles fascistes dans le fonctionnement de ces États modernes qui, soit à l'issue d'une petite révolution, qui n'est pas de palais, une petite révolution, soit de façon, alors là, tout à fait violente par coup d'État, deviennent les maîtres de l'heure. Donc il y a un modèle fasciste plus ou moins explicite, bien sûr, mais qu'on peut retrouver à cette occasion-là. Alors, est-ce qu'on peut le retrouver après la chute finale, ou apparemment finale? On peut dire finale, compte tenu de la dynamique qui commence dans les années 20 et qui se termine donc quelque part aux alentours de l'année 1945. D'abord, petite remarque, bien entendu, ce qui est fascinant dans l'histoire en général, l'histoire avec sa grande H, comme disait, vous le savez, Pérec, c'est que si on descend de ces grandes considérations générales, de masse, etc., jusqu'aux individus, ça devient tout de suite plus compliqué. Récemment, j'avais l'occasion de revenir là-dessus, à propos de Le Corbusier. Bon, certains ont dit que c'était un fasciste. Le Corbusier a été très proche, dans les années 20, comme quantité d'autres, intellectuels, artistes, hein, de tous ces mouvements qui se cherchaient en ni droite ni gauche. Hein. Ni droite ni gauche, renvoyons dos à dos. Mais alors comment est-ce qu'on renvoie dos à dos? Et ça a donné le premier parti fasciste français, qui était le premier parti fasciste à l'étranger de l'Italie. Donc on est dans les années 20, à la fin des années 20. Ça s'appelle Le Faisceau, c'est clair. Son fondateur s'appelle Georges Valois. Ses deux fondateurs s'appellent Georges Valois et Jacques Arthuis. Ce qui est très intéressant, c'est que Le Faisceau va exploser au début des années 30 sous l'effet des contradictions, ces contradictions internes. Ces deux fondateurs sont morts en camp de concentration. Ils ont choisi la résistance. Oui, c'est la preuve romanesque de la complexité des analyses. Si vous vous ramenez à l'individu. Bon. Donc, je rappelle, Valois et Arthuis. Mais au total, si on remonte vers le sommet des grandes considérations générales, clairement, la défaite du fascisme est d'abord géopolitique, elle est sur le terrain, en quelque sorte, mais elle est surtout symbolique. Le mot fascisme était déjà utilisé dans les polémiques internes à la gauche dans les années 30.
Le Parti communiste avait à plusieurs reprises qualifié les sociodémocrates, par exemple, allemands ou français, de sociofascistes. Bon. Mais plus généralement, la superposition de la violence de l'exercice du pouvoir fasciste, ici et là, et de l'échec, attention, la violence, la radicalité, la subversion des principes humanistes, etc. D'accord, mais assorti de l'échec. Ça aide. Donc, effectivement, le fascisme est devenu surtout une insulte. Et ça devient très très difficile d'essayer de retrouver les traces du fascisme dans les expérimentations qu'on va qualifier, disons, de droite radicale. De droite radicale. Pas tellement tout de suite, mais assez vite quand même. En laissant aussi de côté le fait que les dictatures, disons, socialisantes, modernistes et socialisantes, en particulier d'Amérique latine, ne peuvent pas être purement et simplement rattachées au fascisme. Vargas, le premier Vargas, qui n'est pas le deuxième Vargas au Brésil, on peut discuter, mais bon. Mais Perón, par exemple, Perón fait partie de ces dictateurs qui ont accueilli dans leur pays, donc en l'espèce en Argentine, un certain nombre de réfugiés, de débris du fascisme européen. Ça, je dirais pas que c'est l'anecdote, mais c'est un signe. Mais ça ne veut pas dire que, bien sûr, Perón soit un fasciste. Perón, d'abord, c'est un militaire, pour diverses raisons, qui vient de la gauche, comme vient de la gauche le premier grand populiste moderne qui s'appelait le général Boulanger. Le général Boulanger, c'est déjà un mouvement complètement populiste. Dans la France des années 1880, dans l'état-major de Boulanger, qui, bien sûr, se situe politiquement à l'extrême droite. Un peu comme Mussolini, très vite, dès la fin de 14, devient un allié de l'extrême droite, alors qu'il vient de l'extrême gauche. Mais c'est parce que la stratégie l'emporte sur toute autre considération. Chez Boulanger, je rappelle que dans l'état-major, donc clairement, ils sont à l'extrême droite par rapport à la Troisième République, c'est-à-dire qu'ils veulent une réforme, voire une révolution institutionnelle qui jette à la rivière le parlementarisme, et pas que. Mais qu'y a-t-il autour de Boulanger, dans son état-major? À peu près 50% de monarchistes populaires qui ont compris la modernité, c'est-à-dire que nous, monarchistes, nous avons compris que le peuple, avec un grand P, est saint. Notre journal s'appelle Le suffrage universel. Et voilà. Mais nous allons faciliter la restauration monarchique sur ces bases modernes. Les 50% sont d'anciens communards. Ben oui, c'est avec ça qu'on fait un populisme au sens moderne du terme. Donc on va retrouver ça dans des convergences d'après-guerre. Perón n'est clairement pas un fasciste, il ne coche pas toutes les cases, mais effectivement, son ambiguïté idéologique pourrait le faire se rapprocher du modèle, mais sans tomber vraiment dans le modèle. Ce qui est le plus important, c'est que la géopolitique, donc je crois qu'il faut insister sur la dimension géopolitique pour terminer, la géopolitique mondiale va peu à peu, non pas favoriser des retours à des formes de fascisme, mais en tous les cas, permettre la reconstruction populiste, là pour le coup clairement populiste, d'un certain nombre de catégories sociales, institutions, voire nations. Sur ce plan-là, le changement capital, c'est la chute du mur de Berlin. Donc c'est l'effondrement du contre-modèle. Puisque le fascisme s'est construit très largement comme contre-modèle du bolchevisme, il n'y a plus de modèle bolchevique, à partir de 1989, etc. Donc clairement, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un vide qui se crée, oui, il y a un vide qui se crée, mais ce vide va plutôt être rempli par le populisme que par exemple par une extrême gauche alternative. C'est pas comme ça que ça s'est passé en règle générale. Et là, du coup, jusqu'où pousse-t-on l'analyse du populisme en termes de fascisme rentré, pré-fascisme, post-fascisme, etc. Là, on pourrait peut-être en discuter. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, ce soir où je vous parle, autour de nous, en s'élevant comme ça un peu à peu à l'échelle de la planète, il est clair que c'est la démocratie autoritaire qui triomphe. Alors, démocratie autoritaire, on va me dire, ça c'est un oxymore, mais pas du tout, en fonction de ce que vous avez dit tout à l'heure. La souveraineté populaire, elle ne débouche pas forcément sur la liberté. Ça, c'est une option, ça s'appelle la démocratie libérale.
ça veut donc dire qu'il y a des démocraties qui ne sont pas libérales, et que je qualifie personnellement pas de illibérales, ça ne me sert à rien, illibéral, mais bon, peu importe, mais de démocratie autoritaire. Donc sous nos yeux, les démocraties autoritaires, ce soir, là où je vous parle, en avril 2025, on le vend en poupe, ça c'est clair. Alors parfois depuis très longtemps, parfois depuis avant-hier. Donc, faut-il dire que le fascisme revient? Je pense qu'il ne reviendra pas pour l'instant sous cette forme pure et parfaite, ne serait-ce que parce qu'il y a une nuance entre l'autoritaire et le totalitaire. Mais bien entendu, personne n'aurait imaginé en 1913 que des pays de tradition libérale comme la France pourraient à un certain moment être parcourus de mouvements fascistes et même faire l'expérience d'une dictature qui n'est pas fasciste mais qui termine fasciste, qui est Vichy. Parce que Vichy n'est évidemment pas fasciste. D'ailleurs, le critère, c'est que les vrais fascistes, comme Marcel Déat, ancien socialiste, Marcel Déat essaye pendant l'été 40, l'été 40 c'est fascinant, évidemment, ce qui se passe pendant l'été 40 en France. D'abord, c'est l'abandon par la représentation nationale de la liberté et de la démocratie libérale en l'espace de 2 journées. C'est quand même assez impressionnant. Tout ça précédé de l'effondrement d'une société. Je vous conseille une lecture très simple de Jean Moulin qui s'appelle Premier combat, au singulier. C'est Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loire, qui en juin 40 raconte ce qu'il voit dans sa ville, à Chartres. C'est très impressionnant. Et comment il résiste à son niveau, puisque son premier acte de résistance est le 16-17 juin 1940, mais il a vu s'effondrer la France, sur tous les plans. Bref, donc, qui aurait imaginé en 1913 ? Donc, à l'heure actuelle, je pense que, mais on ne me demande certainement pas d'être un prophète et je serais ridicule, ne serait-ce parce que je ne veux pas risquer de ne pas être confirmé par la suite. Non, je me contente de dire que sous le vocable de populisme, qu'on accepte ou pas, que personnellement j'accepte, vous avez des formes radicalisées qui pourraient continuer à basculer vers le totalitaire alors qu'elles en sont à l'autoritaire. Et je signale qu'il y a un élément parmi 350, bien sûr, mais un élément sur lequel je vous demande de réfléchir, qui pourrait faire passer au totalitaire dans certaines, là aussi, la petite métaphore des conditions de température et de pression culturelle, c'est le défi écologique. Si la catastrophe écologique annoncée par l'écologie politique est à la hauteur de ce que certains affirment, dans quelle mesure est-ce que ça ne pourrait pas, je suis prudent, je parle au conditionnel, justifier des solutions, alors là pour le coup, totalitaires. Et là l'actualité pourrait... Voilà. Merci. Je suis pas sûr que ça marche. Je sais pas si ça marche. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Prends celui-là. Ah ben voilà. Attendez, à moins que... Voilà, bon ça va. Merci, merci beaucoup pour cette vraiment très intéressante analyse en fait des termes et de l'histoire sous-jacente évidemment à ces termes et les construisant. J'avais plusieurs questions à vous poser, mais peut-être que vous pouvez retenir simplement celles qui vous intéressent le plus. La première, c'est quand vous dites, j'ai trouvé ça vraiment très clair quand vous proposez comme définition, effectivement, suite à vos propres ouvrages, de dire que le fascisme, ce sont des valeurs de droite radicalisées, telles que le vitalisme, l'égalitarisme, etc., le nationalisme, mais organisées, vécues et exaltées dans un style de gauche qui, lui, est tout aussi radical. J'aurais aimé vous entendre plus sur la référence au vitalisme, parce qu'on sait que Mussolini a en fait introduit en Italie pratiquement, il a consacré, je crois, presque les premiers articles à Nietzsche, à la doctrine de pseudo-volonté de puissance, avec ce faux livre reconstruit par la sœur de Nietzsche, qui est rentré du coup comme ça dans le paysage philosophique. Donc je me demandais dans quelle mesure cette référence au vitalisme était vraiment le vitalisme... disons, de l'élite qui organise la société, du chef, plutôt que celle de la masse à proprement parler. Ouais. Ça, c'était ma première question. Et puis,
Une deuxième, ce serait de savoir quelle serait, selon vous, la trajectoire de la question sociale, disons, du socialisme dans le fascisme. Est-ce que c'est un dépassement, un oubli, un effacement progressif Et enfin, comment est-ce que vous penseriez, est-ce que vous établiriez une distinction entre, ça c'est vraiment une question trop massive, mais je la pose quand même parce que ça m'intéresse. Quelle distinction feriez-vous entre fascisme et nazisme? Parce qu'on a l'impression, en vous lisant, en vous écoutant, que le fascisme s'est constamment réadapté en quelque sorte aux pointes les plus extrêmes du nazisme et presque avec une sorte de pulsion imitative pratiquement qu'il mettrait en avant. Alors est-ce que ce serait ça ou est-ce que vous voyez les choses sur un autre plan? Voilà les trois éléments. Merci, j'espère que je dispose de 3 heures. Oui. Voilà. Je serai sans doute le plus faible sur le premier point, parce que en m'aventurant sur ce terrain, je sais qu'il y a des personnes plus compétentes que moi pour définir finement ce que j'appelle le vitalisme. Mais je suis d'accord avec vous, quand on lit toute une littérature, alors comme d'habitude, ça vaut pour cette famille politique comme pour d'autres, au niveau des dirigeants, donc, les dirigeants, là en l'espèce, qu'il s'agit d'idéologie politique, dirigeants politiques et les intellectuels de référence du mouvement, de la famille, on rencontre ce que vous dites. La référence ou pas à Nietzsche, dans les cas, clairement Nietzsche a été instrumentalisé par les nazis, et ce qui compte c'est l'instrumentalisation. Après, qu'un tel ou un tel sorte de son tombeau en disant vous me trahissez, les historiens ne prennent en considération que ce que la société produit dans sa continuité propre. Donc oui, et un vitalisme qui est en effet une certaine conception de l'homme. Alors après, on peut dire un homme, le virilisme. Mais cela dit, bien entendu, dans ce système-là, c'est quand même assez intéressant. Il s'agit clairement d'une perspective, on va dire, qualifiée de patriarcale, d'accord, mais qui ont besoin, puisque il s'agit de mobiliser le peuple, popolo, a fortiori le folk, d'intégrer aussi, grosso modo, totalement les femmes aussi. Totalement les femmes. Et ce qui, à l'époque, impressionne quand même, parce que la seule petite contribution des historiens à ce genre de débat, c'est de citer des documents d'époque, en disant, mais attendez, à cette époque-là, peut-être qu'on pensait très différemment de ce que vous avez l'air de dire 100 ans plus tard. Ce qui impressionne beaucoup de voyageurs, de commentateurs, qui ne sont pas forcément favorables, ou qui vont le devenir après les fameux voyages, parce que ça compte aussi dans le fascisme, mais ça comptait aussi dans le soviétisme. Le voyage initiatique qui fait que vous revenez... c'est bien connu, le cas de Brasilac, par exemple. Mais ce que beaucoup d'observateurs de l'époque disent, c'est de dire, mais c'est incroyable, les femmes ont leur place dans ces organisations militarisées, etc. C'est pas comme chez nous, dans les démocraties libérales. Donc, vous voyez l'ambiguïté de ce genre de situation. Alors qu'on peut dire que c'est un virilisme exacerbé. Il faut tenir compte des deux. Mais pour en revenir, ou pour rester sur le vitalisme, oui, je suis d'accord, c'est une certaine traduction vulgarisée du vitalisme, ça va de soi, et c'est quelque chose qui est quand même très, très tendance, dirait-on aujourd'hui, à la fin du XIXe siècle. En Europe occidentale, on voit bien ce type de discours qui se développe ici et là. Alors, il y a une personnalité, parce qu'on le cite toujours, qui est quand même très intéressante, qui est Georges Sorel, qui est un Français, donc déjà, et dont tout l'intérêt, donc c'est l'homme qui a théorisé la violence comme accoucheuse de l'histoire, pour simplifier, en positivant absolument la violence, considérant que... Et il se situe clairement au départ à l'extrême gauche, mais, pour simplifier, il est extrêmement critique à l'égard du socialisme institué. Il est donc quelque peu anarcho-syndicaliste dans un premier temps. Ça va l'amener à s'intéresser à l'expérience fasciste italienne. Il meurt quelques années après la Première Guerre mondiale. Et pour simplifier,
dans les derniers temps de sa vie, Sorel, qui est assez, bon, qui a été très, très lu par Charles Péguy, bon, avant 14 par définition, puisque Péguy mort au combat en 14, et par pas mal de jeunes intellectuels français au début. Ben, Sorel termine, on peut dire, rallié à Lénine, bon, avec des objections, parce que justement, il fait d'ailleurs une grave erreur d'interprétation. Pour lui, justement, la révolution soviétique, c'est une révolution soviétique, c'est-à-dire de conseil. De conseil, ah oui, soviétique, révolution des conseils. C'est pas précisément une révolution des conseils quand on regarde le fonctionnement dès le premier jour, d'ailleurs. Donc, il meurt comme ça, et qui est-ce qui salue sa mort? Mussolini. Donc, vous avez comme ça des personnages comme maître de leçons viriles. Un homme qui ne s'est pas payé de mots, qui sait que la violence, c'est le sens de l'histoire, et c'est le moteur de l'histoire. Donc il y a des personnalités, je cite Sorel parce que bon, il a été beaucoup étudié depuis quelques années, mais il y aurait plein d'autres exemples de cette tendance générale, avant même la guerre de 14-18, et puis la guerre, bon, effectivement. La question sociale, oui, j'ai peut-être été trop rapide ou voire pas assez explicite. Le fascisme ne cesse de dire qu'il fait du social, bien entendu. Et ça se voit de façon propagandiste, par exemple, dans la politique des loisirs, les formes d'assistance sociale incontestables mises en place par ces différents régimes. C'est une famille politique qui croit au syndicalisme. Un syndicalisme unique, hein, mais au syndicalisme. Puisque de toute façon, je répète, le libéralisme est le mal symétrique du mal marxiste. Donc, syndicalisme, oui. Mais alors, là aussi, je conseille de voir le triomphe de la volonté avec la prise de parole des leaders syndicalistes. Ce sont des militaires, hein, qui présentent clairement l'économie et le monde du travail comme une armée. Donc le mot travail est omniprésent, hein, dans le vocabulaire. N'oubliez pas aussi, je suis obligé de le dire parce que pour moi c'est évident, mais ça ne l'est forcément pas. Comment est-ce que s'appelle entre les fascistes? Camarades, bien sûr, camarades, etc., etc. Donc vous avez quelque chose qui est emprunté au monde d'en face, d'où viennent d'ailleurs un certain nombre de dirigeants nazis, mais surtout fascistes italiens. Donc, oui, la question sociale, c'est capital, mais tout ça est subsumé par le peuple, le folk. Donc, le grand critère, c'est pas de faire du social pour le social, mais parce que le peuple, le bon peuple, donc filtré par a droit à ça. Alors après, on peut poursuivre les analyses diverses et variées sur par exemple, le rôle incontestable des industriels et au-delà des grands capitalistes dans l'accession au pouvoir de ces régimes fascistes. Mais là, justement, c'est tout le sens quand même du fascisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir des références, un passé, des comportements, des propositions de partis. Les premières propositions national-socialistes et fascistes italiennes sont très proches de propositions de l'extrême gauche sur la nationalisation générale des mêmes productions, hein, c'est clair. Et peu à peu, bon, la réalité. Mais ils sont en même temps tout de suite financés par une partie du capitalisme local, parce que le danger, c'est la révolution bolchevique. Voilà. Et là, c'est un phénomène assez classique. Vous savez, Johann Chapoutot a été mon élève. Johann Chapoutot insiste beaucoup sur cette dimension-là, mais plus généralement, regardez ce qui se passe même au XIXe siècle. Le soutien d'industriels capitalistes conservateurs au futur Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte. Et avec cette phrase due à Thiers, c'est un imbécile qu'on mènera. Donc l'idée qu'il y a le feu au lac, donc là, bien entendu, on se pince le nez, parce que quand même, franchement, d'un point de vue, par exemple d'un point de vue de la noblesse allemande, Hitler, c'est vraiment, on se pince le nez, quoi. Mais, c'est le moindre mal, on va quand même l'aider. Et Mussolini, c'était la même chose.
parce que immédiatement, ces faisceaux, qui, quand on lit leur programme de 1919, sont à l'extrême gauche, quoi, pour simplifier, on se dit, ah, encore un parti d'extrême gauche, pas communiste, oui. Oui, mais immédiatement, ils servent de nervis à la droite conservatrice, parce que ce sont eux qui ont le cran d'aller brûler des permanences socialistes. C'est-à-dire que l'ancien socialiste brûle des permanences socialistes. C'est en ça qu'il devient fasciste, et c'est en ça qu'il est soutenu. Et c'est pour ça qu'il est fasciste, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Et pour la distinction fascisme-nazisme, oui, tout en parlant, je me disais, il faudrait peut-être que je revienne sur... Les distinctions, elles sont évidemment liées aux cultures nationales. J'ai lourdement insisté sur l'origine austro-hongroise d'Hitler, sur la spécificité de l'antisémitisme austro-hongrois par rapport à l'antisémitisme allemand. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne crois pas d'ailleurs que le mot antisémitisme, au sens positif, il est apparu de façon négative, comme c'est un impact, très rapidement, on a oublié ça. Et quand ça a été relancé dans les années 1860, c'était par un intellectuel allemand, de l'extrême gauche, Wilhelm Marr, matérialiste, athée, et c'est lui qui a forgé le terme antisémitisme, positivement, en disant que c'était un programme. Bon. Donc, il y a une dimension allemande, bien sûr, il y a quand même une dimension Europe centrale qui permet d'éclairer le destin de... Pas simplement d'Hitler, parce qu'il y a une forte proportion d'Austro-Hongrois, en fait, autour d'Hitler. Donc il y a des nuances liées aux cultures nationales, il y a des nuances liées à la périodisation, c'est-à-dire que pendant, grosso modo, 10 ans, la seule expérience fasciste, c'est l'italienne. Et Hitler est quand même évidemment fasciné. Géopolitiquement parlant, vous le savez peut-être, ça va... il y a un moment où ils seront à 2 pas de se faire la guerre. Parce que, justement, les ambitions allemandes deviennent inquiétantes pour un patriote italien comme Mussolini. Donc là, ce n'est pas la seule fois dans l'histoire. Leur communauté idéologique passe au second plan. Mais ça ne dure pas. C'est quand même la communauté idéologique qui va l'emporter. Simplement, il y aura un changement de modèle. Il y a quand même un copier-coller de l'Italie sur beaucoup de plans en Allemagne en 1933. Mais en 1936, en 1937, alors il y a une dimension d'ailleurs géopolitique qui l'éclaire, mais pas seulement. Pour moi il y a une dynamique intellectuelle, ou j'aurais tendance à dire culturelle, qui explique qu'en fait, ils ne peuvent pas se faire la guerre, franchement pas. Mais bon, la géopolitique, à un moment, trouve les choses, ça ne dure pas. Et évidemment, la petite dimension géopolitique qui entraîne tout le reste, c'est la guerre d'Éthiopie. Parce que la guerre d'Éthiopie, elle a l'air de rien, comme ça, l'Éthiopie va être envahie par les Italiens, et comme les Italiens ne resteront pas très longtemps, parce que dès 1941, les Anglais les chassent d'Éthiopie, bon, on peut dire que c'est anecdotique, etc. Je vous signale que la guerre d'Éthiopie, c'est, sinon à l'origine, en tous les cas, le grand moment d'identité black aux États-Unis, la solidarité des premiers intellectuels noirs, africains, américains, sur la guerre d'Éthiopie, en disant mais ce sont des frères, etc. C'est le début de la dissidence d'un certain nombre de chrétiens de gauche, ou de chrétiens, qui disent non mais nous on aime bien Mussolini, il s'est réconcilié avec le pape, mais enfin quand même les Abyssins sont des chrétiens pour une bonne partie. Donc c'est très intéressant, on sent des évolutions qui annoncent la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre d'Éthiopie, là c'est l'occasion pour Hitler et Mussolini de se ressouder. Avec déjà la complicité, entre guillemets, géopolitique, diplomatique de certains hommes politiques français, dont Pierre Laval. Donc on sent que ça commence à bouger là. Mais bien entendu, il y a des nuances, entre le fascisme italien et... Il y a le rapport à la religion, pourrait-on penser, oui et non. C'est plutôt du domaine de l'héritage. Alors là, il faudrait en parler longuement. L'héritage culturel national. Comme vous le savez, pour l'Italie, il n'y a pas de problème, c'est de se situer par rapport à l'Église catholique. Ce qui fait que, diplomatiquement parlant, Mussolini fait ce qu'il faut, il fait le job, les accords du Latran, donc il neutralise l'Église. Ça, c'est clair. Et du côté allemand, c'est évidemment plus compliqué, puisque la particularité allemande, ce qui explique d'ailleurs que l'identité nationale
les nationalistes allemands se fassent sur la langue, mais pas sur la religion, c'est que c'est un pays qui est fracturé par la religion. Donc vous ne pouvez pas faire de la religion. Bismarck, à un moment, a été tenté, le Kulturkampf, mais c'était catastrophique pour les patriotes allemands. Non, on ne peut pas mettre en avant la religion, puisque c'est un pays qui, au XVIe siècle, s'est fracturé. Et donc c'est la culture, c'est la langue qui peut dire « Ah oui, il y a quand même des Allemands ». Donc, comme vous le savez sans doute, pour simplifier, les deux églises allemandes, la catholique et la protestante, mais il ne faudrait pas dire la protestante, puisqu'elles sont par définition plus plurielles, quand il s'agit du protestantisme que du catholicisme, ont quand même, dans l'ensemble, accompagné le nazisme. Alors certains sont allés même très loin, et ceux qui seraient allés le plus loin, en fait, ce sont quand même des protestants luthériens. Parce que de toute façon, il s'agit d'un protestantisme lutherin, majoritairement, les calvinistes sont quand même minoritaires en Allemagne. Du côté du catholicisme, clairement, il y a eu accompagnement, et d'ailleurs sur ce plan-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la réaction de l'Église catholique sur l'extermination, non pas des juifs, mais des malades mentaux, a été ambiguë. Il y a eu des... bref, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais d'une certaine façon, vous connaissez la question peut-être beaucoup mieux que moi. Mais c'est intéressant de voir qu'en Allemagne, il n'y a pas un bloc religieux comme en France, avec une Église de France catholique, qui suit quand même, non pas bien sûr le nazisme, pas du tout, non pas même le fascisme italien, quoique la sœur latine, c'est un argument aussi, hein, pour se rallier à Mussolini, pas à Hitler, enfin, la distinction que font les premiers fascistes. Ils tournent tous nazis à la fin, hein, mais au départ, ils disent, bon, je fais la part des choses. Et je termine sur le rapport à la religion. La résistance allemande, bon, il y a la résistance de gauche, communiste, socialiste, etc., considérablement estourbie par la persécution. Il y a une résistance catholique, hein, en particulier en Bavière, donc là où, d'une certaine façon, on ne l'attendrait pas, la Bavière. Mais ça, ce catholicisme bavarois a bifurqué face à la grave question, faut-il collaborer avec ce type de régime ? Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc on ne peut pas raisonner de la même façon quand on considère l'Italie où la question religieuse se ramène au rapport presque stratégique à l'Église et au Vatican. Donc le Vatican est une invention de Mussolini, l'État du Vatican. Et le cas de l'Allemagne où c'est tout de suite plus compliqué. Alors après, on pourrait dire, quid de la Roumanie, ça c'est passionnant. Pourquoi la Slovaquie a-t-elle quand même une forte tendance fasciste à un certain moment, pas la Tchéquie? Bon, la réponse d'ailleurs est très, très, très simple, mais vous prenez tous les États d'Europe centrale aujourd'hui, c'est fascinant de voir comment ils se situent par rapport au fascisme. Le plus complexe, le plus riche, c'est la Roumanie. Ça, c'est clair. Pardon. Oui, avant de vous donner la parole, je voudrais tenter malgré tout de solliciter Pascal sur un exercice de lecture du monde actuel, parce que c'est aussi ça que nous cherchons à comprendre, parce que alors il est certain que le fascisme n'a pas du tout le monopole des personnalités autoritaires, et que je pense que on voit bien avec, malgré tout, l'aspect définitionnel, qu'il y a des facteurs qui font écho, très clairement, et d'autres moins, mais malgré tout, un des facteurs qu'on peut entendre, c'est aussi cette plasticité que tu pointes du doigt régulièrement et qui pourrait être... aujourd'hui, c'est un syncrétisme, hein, ce qu'on voit, c'est extraordinairement compliqué, il y a du populisme, il y a du fascisant sur le rapport de force magnifié et constant, le virilisme, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Parce que c'est... Alors, il n'y a pas la volonté d'un homme nouveau, non, il y a plutôt la préservation de l'homme d'hier. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est plus, sans vouloir faire de jeu de mots, mais malgré tout. Mais il n'y a pas non plus, bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus pragmatique, encore une fois, je l'ai dit, c'est un syncrétisme, c'est beaucoup moins rigide, beaucoup moins pur, mais parce que l'époque
fait que les schèmes de séduction aujourd'hui ne peuvent pas être au même endroit, c'est certain. Mais malgré tout, j'aimerais bien qu'on essaye de mieux définir les grandes caractéristiques. On va se baser essentiellement sur le Trumpisme pour dire qu'est-ce que c'est que ce machin-là, indépendamment d'aller chercher Foucault sur les souverainetés grotesques et tout ça. Mais par exemple, sur la question de la jeunesse, ça n'apparaît pas directement, il n'y a pas une volonté, mais il y a des attaques considérables sur le wokisme. Et derrière le wokisme, on sait très bien qu'il y a la question aussi, alors certes du décolonial, etc., mais des questions de théorie de genre, et qui ont mainmise plus spécifiquement sur les jeunes gens. Donc ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce... C'est plus que de la propagande. C'est aujourd'hui des attaques sur la question de la science avec du négationnisme même, puisqu'il s'agirait d'effacer des données concernant les sciences du climat. Donc c'est pas rien comme geste. Donc ça aussi, pourquoi on a le réflexe premier de dire c'est fascisant, c'est-à-dire alors que de fait ça ne l'est pas nécessairement, mais pourtant se maintient encore comme si ce schéma mental nous... Alors est-ce que c'est notre insuffisance de pensée, mais malgré tout cette position d'une destruction systématique d'un régime de preuve scientifique. Qu'est-ce que c'est que cela? Comment le définir? Est-ce que c'est plus du populisme que du fascisme? Donc voilà. Et puis effectivement, la question sociale, qui aujourd'hui n'apparaît pas fortement, je dirais, dans le Trumpisme, mais là aussi, demain, peut-être que va se reconfigurer une manière, parce qu'il va bien falloir qu'il continue à séduire son peuple. Et donc, quel est le style de séduction pour son peuple? Alors, à part ce libéralisme autoritaire aujourd'hui qui, d'une certaine manière, s'abat sur les pays extérieurs plutôt, mais malgré tout, à un moment donné, voilà, c'est qu'est-ce qui va faire commun, si j'ose dire? C'est quoi sa figure du commun? Quelle est, voilà. Alors je sais, là on fait un exercice de lecture et on tente un peu de donner les grandes caractéristiques de ce que nous avons sous les yeux. Voilà. Et après on donne la parole à la salle. L'un des traits les plus intéressants de mon point de vue du Trumpisme, parce qu'on peut considérer qu'il y a un Trumpisme, ça c'est clair, c'est pour l'instant la place qui occupe le muskisme. Parce que l'homme nouveau, là, oui. Oui, ben voilà. Quand même. L'eugénisme même. L'eugénisme, etc. Alors, tout ça peut se fracasser dans 3 jours, mais ça aura existé déjà. Même si ça s'arrête là, voilà, ça aura eu lieu. Il y aura un lieu qui s'appelle les États-Unis où vous avez effectivement quand même quelque chose qui est pour l'instant un couple, quoi, un duo. Voilà, c'est déjà pour dire ça. Oui. Sinon, si on considère que le grand résidu, mais là qui résiste à toute autre tentative de dilution, de vaporisation, c'est le couple identitaire-autoritaire. Alors là, effectivement, les États-Unis ne sont qu'une déclinaison parmi des dizaines d'autres de ce couple-là, qui a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, le vent en poupe. Et donc là, vous avez la version américaine dans la mesure où vous avez affaire à une culture, je vais vite, une culture politique qui se méfie de l'État. Oui. La grande force de Trump étant, c'était clair la première fois, mais alors là, ça devient somptueux la deuxième fois, c'est qu'il est à la Maison-Blanche pour détruire la Maison-Blanche. Oui, exactement. Ça, et alors là, c'est très fort, c'est une localisation géniale. Et d'ailleurs, ça fonctionne quand on voit l'étendue déjà des dégâts. Mais vous constaterez que je corrèle ça à la culture nationale américaine, qui a un rapport
disons, extrêmement problématique et distanciée à l'égard de l'État central, de l'État fédéral. Et ça aussi, je vais aller vite parce qu'il faut se méfier de ces considérations qui sont historiennes, parce qu'elles sont historiques, mais peut-être. Regardez dans quelles conditions se sont créés les États-Unis. Il s'agit d'États au pluriel. Il faut toujours prendre très au sérieux. Hein. De même il fallait prendre très au sérieux, on s'en est rendu compte après, Mein Kampf. Alors que généralement on se dit, oh, ça me tombe des bras, c'est mal écrit, mais c'est très très sérieux. Et je me rappelle que dans un autre ordre d'idées, pour Qu'est-ce qu'une nation, j'étais allé regarder les préambules des constitutions du monde entier, pour simplifier, le plus passionnant étant le préambule de l'Iran, de la République islamique d'Iran. Et là, vous voyez que l'Iran est aux antipodes, par exemple, de l'Arabie saoudite. C'est vraiment deux mondes complètement opposés. Donc il faut prendre très au sérieux ça. Et en effet, les conditions dans lesquelles les États-Unis vont se créer font que on ne peut pas pour l'instant imaginer qu'on aille dans le sens d'un étatisme à l'européenne. Alors ce qui est intéressant, c'est la manière dont, en effet, tout ça peut se combiner avec le libertarianisme, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on détruit les institutions qui quand même étaient relativement étatiques dans le paysage américain. Mais bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est au-delà du cas de Trump et de Musk, c'est l'extension du couple, non pas Trump-Musk, mais identitaire-autoritaire. Et là, l'échec possible, mais pas du tout certain, de l'expérience Trump, du moins sur le court terme, n'entraînerait peut-être pas un effondrement des autres couples identitaires autoritaires, dans la mesure où l'identitaire, par définition, a une plasticité liée au fait qu'il s'exprime en fonction des cultures nationales. Je pensais à une chose en vous, en t'écoutant, c'était que, en effet, comment appeler ça, l'ambiguïté, la plasticité, le flou, etc., qui régenterait plus notre époque que cette époque-là, ça peut s'expliquer de multiples façons. Mais entre autres parce qu'à l'époque, on a en face le contre-modèle soviétique. Il n'y a plus ça. Donc, d'une certaine façon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça contribue à multiplier les nuances dans les expériences, dont je maintiens qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je les réunirais dans cette famille, d'où l'usage de populisme à défaut d'autre chose, mais pas à défaut, c'est pas par défaut quand même. Je crois que ça peut se défendre, avec cette présence du couple identitaire autoritaire. Sinon, je pense qu'aussi, puisqu'on a parlé de la propagande, et donc la dimension de politique culturelle de tout ça, il y a la culture politique, bon c'est clair, j'ai parlé de culture politique plutôt là, mais la politique culturelle, elle est capitale à partir du moment où on est dans les sociétés du XXe siècle, du XXIe siècle. Et je pense qu'on ne peut pas raisonner pour répondre à toutes les questions qu'on se pose là ce soir, quelles qu'elles soient, sans tenir compte d'une hypothèse qui est la mienne depuis un certain temps, c'est que nous en sommes arrivés, alors, attention au café du commerce, hein, mais nous en sommes arrivés au stade de l'individualisme de masse. C'est-à-dire que regardez comment fonctionne le réseau social, pour moi, c'est la rencontre des deux. Oui. Et donc, mais pourquoi je vous dis ça? C'est pas simplement pour le café du commerce et puis je lève mon verre, etc. Non, c'est que du coup, on ne peut pas raisonner en termes d'institutions politiques, en termes de succès ou de défaite politique, sans tenir compte de ça. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça produit encore un peu plus de fascisme, ou au contraire, ça maintient à distance? C'est toute l'ambiguïté du réseau social. Mais, dernier point, puisque je l'ai déjà évoqué, mais j'insiste lourdement, la petite modeste contribution des historiens, c'est de dire tout ça c'est très bien, mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. L'autre jour, j'en parlais avec Costa Gavras pour diverses raisons. On parlait de la démocratie grecque, et c'était pour fêter le site de la BNF Tobiac, puisque accessoirement, je suis le président du conseil scientifique de la BNF. Et il y avait une discussion avec Costa Gavras, et
la seule chose que je lui disais, et bon, il disait, bah oui, c'est accablant, c'est que la démocratie de référence, la grande mythologie démocratique, c'est bien sûr la Grèce, c'est au sein de la Grèce certaines cités, c'est au sein de ces certaines cités, en particulier Athènes, mais pas que. Comment est-ce que ça se termine? Par Philippe de Macédoine. Oui. Et là, vous avez 2000 ans, bien pesé, plus de 2000 ans, il n'y a plus de démocratie. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, une fois qu'on a fait toutes ces nuances, n'oublions pas qu'il y a l'événement. Donc, en ce moment, si on n'a pas compris que l'événement, c'est l'imprévisibilité, on n'a rien compris. L'événement, c'est l'imprévisible, et donc, si c'est imprévisible, historien ou pas historien, on a toujours un train de retard. Et l'imprévisible, c'est quand... Et les historiens peuvent expliquer pourquoi la guerre de 14-18 s'est déclenchée en 14. Mais en fait, ils l'expliquent après, quand même. Vous savez qu'à Sarajevo, c'est impressionnant, parce qu'il s'en est fallu de peu. Parce que les assassins de François Ferdinand avaient raté leur coup. Oui, oui. Ils avaient raté leur coup. Et Princip, c'est ça. Princip était en train de se consoler en buvant... parce que le coup avait raté, ils n'avaient pas assassiné. Et ils voient arriver la voiture. Bon, ce que je veux dire, c'est que bien entendu, sans ça, compte tenu de l'état de l'Autriche-Hongrie, bien sûr, je sais tout ça, mais bon, il y a, j'allais dire, la bêtise événementielle est capitale. Et un certain degré de crise, mais de crise en sens le plus physique du terme, et par exemple écologique, oui, peut produire des résultats mais complètement contradictoire, mais violent. Violent. Alors, on va vous faire circuler un micro. Je ne sais pas s'il marche. Oui, oui, oui. Et puis... c'est sûr que le rôle de la faille systémique, ça compte là, dans notre petite histoire. Bonjour. Bonjour. J'ai suivi quelques de conférences et souvent quand on parle du fascisme, on parle de masse. C'est une notion que j'ai vraiment du mal à cerner. Je vais quand même expliciter un peu pourquoi j'ai du mal à cerner, parce que j'ai l'impression que la masse, c'est pour moi une dilution des classes, des corps sociaux. Et que le fascisme, ça va vers cette dilution. En même temps, le fascisme, c'est un mouvement identitaire. Les mouvements identitaires, souvent, induisent à l'ennemi, la guerre. Donc, le fascisme mène souvent à la guerre. Et pour mener une guerre qui est souvent expansionniste, il faut remettre en place des structures et des corps sociaux, dont les deux principaux que je vois, c'est le corps social industriel qui va produire des armes, et donc il faut une organisation pour produire des armes, et un corps social de propagande médiatique. Donc on voit réapparaître de nouveaux corps sociaux. Et pourtant, on dit le fascisme c'est la masse, la dilution. Alors peut-être que je ne comprends pas le terme, là j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Voilà. Merci. La question de la masse, d'autres que moi s'y sont affrontés, je ne peux pas prétendre avoir une expertise de l'analyse. Bon, sans parler de masse et puissance, etc. Mais pour moi, la masse, c'est pas du tout la dilution. Franchement, ce qui me frappe, c'est la concentration. Attention. Alors vous me direz, ça revient au man. Ah, pas du tout. C'est la concentration. Et en effet, c'est une manière de dire les classes sociales, mais c'est le résultat d'une réflexion bien antérieure au fascisme et qui ne conclut pas forcément à la nécessité de la dilution. Hein. Vous avez un certain nombre d'observateurs à la fin du XIXe siècle qui commencent à utiliser ce concept, généralement parce qu'ils en sont effrayés, et ce sont plutôt les effrayés sont des gens de droite. Hein, donc attention, les gens de droite, mais d'une droite plus classique, qui se disent « Mon Dieu, la masse va nous submerger ». C'est un discours de droite. Alors je ne vais pas revenir sur Le Bon, mais il y a de ça chez Le Bon, enfin bon. Non, et par ailleurs, ce n'est pas la dilution qui, à mon avis, caractérise la masse. Alors, il y a la masse et les masses, hein, en plus. Mais, concentrons-nous, si j'ose dire, sur les masses. C'est que plutôt, effectivement, on concatène, enfin, on réunit le maximum
d'éléments. Par exemple, comme le fascisme est anti-individualiste, pas oublier ça, radicalement anti-individualiste, donc évidemment, ça lui convient très bien qu'on puisse lui dire à l'oreille, mais vous savez, tout se massifie. Alors, je disais distinction masse au singulier, masse au pluriel. Je ne connais pas assez la littérature étrangère contemporaine de cette époque-là sur le sujet, mais bien entendu, les masses, ça c'est le vocabulaire du Parti communiste et un peu du Parti socialiste à l'époque. Ah oui, les masses. Donc, il y a des familles politiques qui vont éventuellement s'entrégorger, mais qui sont d'accord sur le fait que, alors, la masse, les masses, bon, en tous les cas, il faut tenir compte de la culture de masse. Alors, culture de masse, en plus, c'est très intéressant. Ça apparaît dans l'entre-deux-guerres, aux États-Unis, chez, en particulier, les publicitaires, mais pas seulement. Dans certaines universités, très vite, mass culture, ça apparaît à ce moment-là. Mass media, c'est l'entre-deux-guerres. Donc, c'est une réflexion qui n'est pas une réflexion fasciste. Est-ce qu'elle est capitaliste? C'est la réflexion d'un pays qui est en avance sur les autres en ce qui concerne la massification, y compris la massification, bien sûr, économique. Oui. Alors après, je pourrais vous citer Krakauer, etc. Mais surtout, la masse, pour moi, c'est pas la dilution. C'est très fascistogène de raisonner en termes de masse, mais c'est pas une exclusivité du fascisme. Et c'est très fascistogène parce que évidemment, on souhaite que le folk, le peuple, soit une masse. Mais ce qui compte, c'est le terme folk. C'est le terme folk. Oui, voilà. Donc j'arriverai pas à vos conclusions. C'est la dimension incontestablement économique de la massification de la production, mais qui est susceptible de traduction aussi bien libérale que soviétique. La production de masse, grosso modo, prenez par exemple ce qu'on appelait le productivisme. On peut discuter le terme, moi j'aurais tendance à l'adopter, en particulier pour le chemin des économies et des sociétés après la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça a commencé avant, mais... Eh bien, le productivisme, il est partagé par les libéraux et par les soviétiques. C'est d'ailleurs pour ça que quand s'effondre le système soviétique, le bilan carbone de l'Union soviétique est catastrophique, parce que ce qui compte, ce n'est pas le caractère communiste supposé même de ça, c'est le caractère productiviste. Donc il y a une communion dans le productivisme, mais vous avez la traduction libérale, je dirais Ed Marshall, et la traduction soviétique. Les deux sont des modèles productivistes. Donc masse, pour moi, c'est un peu la même chose. Vous avez ceux qui en tirent la conclusion que il faut développer des médias de masse. Alors, je répète, médias de masse, c'est déjà d'usage courant dans les années 30, mais aux États-Unis, pas tellement en France. Mais sans le dire, ils font ça. J'avais travaillé un jour sur la mise en place des services de propagande de Vichy, donc de Vichy, qui n'est pas un régime fasciste, mais qui va se fasciser progressivement. C'est très intéressant de voir, alors là, individu par individu, d'où ils viennent ces gens qui créent des services de propagande. Une petite parenthèse, ils créent, mais il y a eu un ministère de la propagande juste avant, dans le deuxième gouvernement de Léon Blum. Ministère de la propagande. La bonne propagande, qui lutte contre la propagande des régimes totalitaires. Ministère de la propagande, il a duré 1 mois. Bref, donc, oui, parce que évidemment, la fragilité de la démocratie libérale, c'est que ça dure 1 mois, quand même. Mais, bon, laissons cette considération de côté. Mais l'origine de ces propagandistes de Vichy sont premièrement des anciens militants des mouvements de jeunesse catholique. Deuxièmement, ce sont des anciens communistes retournés, mais anciens communistes. Et troisièmement, ce sont des publicitaires. Pour simplifier. Donc c'est très intéressant. Avec ça, vous faites un bon service de propagande. Non, voilà, la masse. Je vois ce que vous voulez dire, mais on peut faire de la masse vraiment. On peut en extraire un raisonnement et une politique qui s'étagent de la gauche à la droite. Franchement. Est-ce qu'il y a une autre question ? On voit à l'heure actuelle une attaque violente de
Donald Trump sur les sciences qualifiées sur la sociale humaine, ce science dure. Et j'aurais voulu savoir quelle a été l'influence des sciences dans, disons, dans le développement de la des théories d'extrême droite dans ces années de développement du fascisme et nazisme. J'ai eu l'impression qu'il y a une utilisation des sciences d'un côté et une incompréhension totale quand on voit l'interprétation de Darwin qui est complètement n'importe quoi, le vitalisme, la force de vie, on sait que ça n'existe pas, etc. Oui, mais merci. En effet, j'aurais peut-être dû en parler un peu plus, voire même en parler tout court. La différence que je vois par rapport au Trumpisme, bon, dont on verra d'ailleurs s'il tient plus de... Bon, mais il est là. Bon. Et ses attaques, c'est que... Alors, c'est à la fois tout à fait différent et la même chose. La même chose, c'est que les fascistes font un tri entre telle science qui va dans leur sens et telle autre. Donc, c'est une question d'instrumentalisation. En revanche, clairement... Alors, je l'ai dit, mais j'ai peut-être pas été assez clair. Enfin, je l'ai dit au début, en disant que c'était l'invention du XXe siècle. Les fascistes sont des modernistes. Bien penser à ça. Alors, évidemment, à la marge, vous pourrez dire, regardez le... En Allemagne, par exemple, et même en Italie, il va y avoir une récupération d'une culture traditionnaliste, Heimat, tout ce qu'on veut. D'accord. Mais ça, c'est pas très surprenant. Ils prennent la continuité de ce que faisait le Deuxième Reich, puisqu'il y a quand même eu un Deuxième Reich avant. Mais en revanche, ce qui frappe, c'est à quel point ils sont modernistes par rapport à tout le reste. Alors c'est intéressant de voir que le plus moderniste des deux, c'est évidemment Mussolini, puisque on le voit... Oui, j'ai même pas prononcé le mot de futurisme, j'aurais dû. Voilà. Donc, évidemment, l'avant-garde par excellence avant 1914, à l'échelle européenne, occidentale, presque mondiale, c'est le futurisme. Or, quel sera le destin du futurisme? Alors, une partie du futurisme partira vers la gauche. Il ne faut pas oublier que Maïakovski est un futuriste russe. Mais les fondateurs sont là le premier jour. Le premier jour, en 1919, Marinetti est là, et Carli, et d'autres. Et bien entendu, ça, le futurisme, comme son nom l'indique, mais surtout comme son discours le montre, et c'est mis en pratique, c'est du modernisme. Et donc, à l'intérieur de cette considération moderniste, la science peut être complètement exaltée. On donne des moyens à la science, mais à condition qu'elle aille dans votre sens ou qu'on l'instrumentalise. C'est tout simplement ça. Donc, ma réponse est presque évidente. Mais en tous les cas, ils ne sont pas anti-science, ils sont pour la bonne science, la science nationale, la science raciale. La science raciale, il ne faut pas oublier que... Bon, on prend un exemple, je ne crois pas que j'extrapole et que je vous fais perdre du temps, mais 2 minutes quand même là-dessus. Vous avez, pendant des siècles, ce que j'appellerais, je ne suis pas le seul d'ailleurs, ce n'est pas très original, l'anti-judaïsme. Ce qui se passe au XIXe siècle, j'ai signalé tout à l'heure avec ce fameux Wilhelm Marr, qui invente l'antisémitisme, c'est que l'invention géniale d'antisémitisme, ça permet de continuer à haïr les juifs sans être obligé de continuer à croire en Dieu. C'est tout bénéfice. Non, vous vous rendez compte? C'est moderne. Mais oui, parce que le sémitisme, ça veut dire qu'il y a une science qui s'appelle la philologie, grande science allemande, qui a distingué des langues, entre autres des langues sémitiques. Et puis derrière les langues, en fait, il se cache des races. La science nous dit qu'il y a des races. C'est très moderne. Mais c'est très moderne. C'est pour ça que l'antisémitisme, c'est vraiment une forme de modernité. Eh bien oui, sinon vous ne comprenez rien. Donc, la question, c'est d'être scientifique, mais dans le sens qui arrange l'idéologie. Mais bien entendu, vous imaginez pour la grandeur italienne, enfin aussi pour la grandeur allemande, avec la tradition scientifique allemande. La tradition scientifique allemande. Donc, évidemment que le Troisième Reich met beaucoup de moyens, mais dans un certain sens, qui va renforcer, pas simplement d'ailleurs l'armement, et bien sûr les recherches. Alors, dans mon domaine qui va vers les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, etc., vous savez que ça pouvait les amener à aller au Tibet ou dans les Pyrénées pour essayer de voir les traces de la mythologie raciale nazie. Ah oui, le Tibet les a fascinés. Donc, ils ont mis beaucoup de moyens pour envoyer des expéditions au Tibet. Mais ils ont mis encore plus de moyens à fabriquer des armes. Ça. Mais la science, quand elle va dans le sens de la doctrine, oh là là, c'est très important. Il se présente comme objectivement scientifique, ça c'est tout à fait clair. Les deux.
Alors après, qu'il y ait des ambiguïtés, en effet, on peut développer toute la dimension romantique dans tout ça. Oui. Hein? Ah oui, non, mais ça c'est le regard qu'on a. Mais ça ne consiste pas à dire la science c'est le mal. Non, oui. Ça consiste à faire le tri. Je cherche le nom de ce prix Nobel de physique qui est à l'origine du Zyklon B. Oui. Non, c'est l'autre, oui. et qui était donc un juif allemand intégré, converti au... Non, c'est encore un autre. Complètement intégré à la culture allemande, converti au luthéranisme, et qui a été très surpris d'être fichu à la porte de l'université en 1933. Ah oui. Parce qu'il était juif. Donc ce qui comptait, c'est d'aller dans la... Hein. Oui. Mais bon, oui. Peut-être une dernière question. Non? Non. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ah, finalement. Quand même. Bonsoir, merci. Bonsoir. Juste une question, vous faisiez référence à l'instant à l'instrumentalisation du passé par le régime fasciste d'une part et nazi d'autre part. Pour revenir à une comparaison actuelle, ce qui me frappe dans les discours de différents chefs d'État aujourd'hui dans le monde, c'est le Make Right Again aux États-Unis, mais également en Turquie, en Iran, en Russie. Il y a là encore une réécriture de l'histoire, une utilisation de l'histoire dans différents régimes actuels, ce que faisait déjà le régime fasciste et nazi. Oui, alors les historiens ont beaucoup travaillé évidemment sur l'histoire de l'histoire et en particulier sur les formes d'instrumentalisation, mais on va dire que c'est quand même une figure assez universellement répandue. Il y a une manière pour la Troisième République c'est d'ailleurs très intéressant de voir que, par exemple, on fait un tri dans la monarchie. À la Sorbonne, comme à l'Institut de France, dont je fais partie, vous avez quand même la présence de Richelieu, par exemple, parce que, pour un bon républicain, laïque, anticlérical, Richelieu, lui, il est dans la continuité de l'unité française. Bon. Donc, oui, bien, je suis absolument d'accord, il y a une instrumentalisation. Et, grosso modo, dans ces régimes autoritaires d'aujourd'hui, totalitaires d'hier, et peut-être totalitaires de demain, tout est extrémisé. Donc vous avez l'instrumentalisation de la physique, si besoin est, et de l'histoire, mais alors portée à un degré considérable. Et puis effectivement, avec une absence de vrai débat, de liberté d'expression. Donc tout est... Mais l'instrumentalisation de l'histoire, ça c'est capital. Oui, on pourrait développer. Bon, bah écoutez, merci encore pour cette très belle intervention et puis d'avoir tenté quand même avec nous de nous dessiller sur ce que nous vivons maintenant. On se retrouve le 6. On se retrouve le 6 mai et ce sera au Conservatoire ou ici? Et ce sera ici dans le Grand Amphi de Sainte-Anne. Merci encore. Avec Michael Fossé. Voilà.